Je pense que la guerre à l'est de la RDC, notamment avec l'offensive du M23, trouve son origine dans une combinaison de facteurs historiques, politiques, économiques et géopolitiques. Depuis les années 1990, donc 1990, cette région de l'Est du pays est marquée par une instabilité chronique due à la faiblesse de l'État congolais, l'incapacité des autorités à asseoir leur souveraineté sur l'ensemble du territoire et la prolifération des groupes armés irréguliers. La présence de nombreux acteurs militaires, qu'ils soient locaux comme les Maï Maï et les Ouazalendo aujourd'hui, ou étrangers comme le FDLR et les ADF, a transformé l'Est du pays en un véritable champ de bataille. L'enjeu, c'est quoi? C'est l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment les coltans, l'or, les cobaltes, attise encore davantage les tensions, car ces minéraux sont une source majeure de financement pour ces groupes armés irréguliers et certains acteurs majeurs, qui sont bien sûr des acteurs étrangers. De l'autre côté, il y a des pays voisins, notamment les Rwanda et l'Ouganda, régulièrement accusés par des rapports des Nations Unies de soutenir ouvertement les M23. Parce que les experts des Nations Unies disent qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Alors, c'est pour des raisons stratégiques et économiques, selon moi, car ces pays alimentent également cette crise en fournissant des armes, la logistique et aussi l'appui militaire à la rébellion. Cette guerre perdure en raison de plusieurs facteurs structurels, notamment l'incapacité du gouvernement congolais à résoudre durablement les problèmes sécuritaires et la mauvaise gestion des forces armées. La corruption, le manque de moyens dans l'armée rendent le FARDC inefficace face à des troupes rebelles mieux organisées et équipées. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de l'infiltration et de la trahison. De plus, les tentatives de négociation de paix ont souvent échoué entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais et même les rebelles en raison d'un manque de sincérité de la part des partis impliqués, ainsi que de la réticence des pays voisins à renoncer à leurs intérêts économiques en RDC. Les tensions régionales et le manque de coordination des initiatives diplomatiques, comme le processus de Nairobi, de Luanda en Angola, compliquent davantage la résolution de ces conflits. Tant que les intérêts économiques et politiques des puissances régionales primeront sur la paix, cette guerre risque de se prolonger indéfiniment, plongeant les populations civiles victimes dans un cycle sans fin de violence et de déplacements forcés. Alors, en tant que défenseur des droits de l'homme, je pense qu'il est mieux de proposer une thérapie, quelques solutions. Je pense que pour mettre fin à cette guerre, une solution globale et multidimensionnelle s'impose, combinant des réformes internes profondes et une diplomatie régionale plus ferme. Il est tellement important que la communauté internationale exerce une pression accrue sur les pays impliqués dans les soutiens aux groupes armés en RDC, en sanctionnant les acteurs responsables et en favorisant des négociations de paix inclusives et crédibles. La RDC doit également renforcer son appareil militaire en investissant dans une réforme en profondeur de l'armée, en assurant une formation adéquate aux soldats et en luttant contre la corruption, la trahison au sein des institutions sécuritaires. Parallèlement, un développement socio-économique des provinces en conflit et avec des projets d'infrastructure, d'éducation et de création d'emplois
pourrait réduire l'adhésion des jeunes aux groupes armés et favoriser une stabilité durable. En plus des efforts diplomatiques et militaires, une meilleure gestion des ressources naturelles est essentielle pour priver les groupes armés de leur financement et assurer un développement économique équitable. Il faudrait alors instaurer une traçabilité rigoureuse des minéraux et renforcer la coopération régionale pour un contrôle efficace des frontières afin d'empêcher l'infiltration des combattants et la contrebande des ressources. La société civile, les défenseurs des droits humains et d'autres acteurs, notamment les mouvements citoyens, ont également un rôle clé à jouer dans la stabilité et les plaidoyers pour une gouvernance plus transparente et responsable. Alors, seule une approche combinant une volonté politique ferme, une implication régionale et une mobilisation citoyenne forte pourra conduire à une paix durable dans l'Est du pays. Concernant la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila, je pense qu'en tant que citoyen congolais, il a droit de s'exprimer. Pourquoi? Parce que ce que la RDC traverse, si vous êtes congolais, si vous êtes touché, même les étrangers, si vous êtes touché, vous aurez quand même un mot à dire. Mais seulement ces propos n'engagent que lui, n'engagent que Joseph Kabila. Moi, je ne suis pas là à juger en fait ses propos. Je ne suis pas là à dire que Joseph Kabila devrait dire ceci, cela, et ne devrait pas prononcer tel mot ou telle phrase. Non, ça l'engage. Du moins, ce qui est très important est que lorsque nous ouvrons la bouche pour parler, nos mots doivent être plus forts que les silences. Si nos mots ne sont pas plus forts que les silences, ça ne sert à rien de parler. Alors, nos mots dans ces contextes et en ces moments, doivent sortir pour construire, pour trouver des solutions, et non pour détruire, pour diviser. Si il a appelé l'État sud-africain à retirer ses troupes, on se demanderait c'est pour quelle raison et c'est pour quelle finalité. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que les troupes sont là pour aider l'armée congolaise à combattre l'ennemi. Si l'État sud-africain retire ses troupes, c'est-à-dire qu'on refuse à la RDC ou à son armée tout soutien qui pourrait l'aider à vaincre cette bataille. Ça peut inquiéter, mais il est libre de s'exprimer, de prendre le temps de réfléchir avant de sortir les mots qui doivent être plus forts que les silences. Alors, pour chuter, je reviens pour dire que la responsabilité première revient au pouvoir en place, qui est déjà fragilisé et qui peine à contenir la menace. Le pouvoir en place aussi entre une rhétorique belliqueuse et des accusations visant des puissances étrangères qu'il tient plutôt pour responsable à cette déstabilisation. Ce que le pouvoir devrait faire, donc le gouvernement du président Félix Tshisekedi devrait faire, c'est plutôt d'assumer sa propre part de responsabilité. Dans ce contexte, le gouvernement doit trouver des solutions idoines pour protéger les vies civiles, pour protéger l'intégrité du territoire national. Car le président avait prêté serment de protéger les territoires nationaux. Aucun centimètre ne peut être vendu, aucun centimètre du territoire congolais ne peut être cédé aux rebelles. Moi, je pense qu'il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et si le gouvernement n'a pas la possibilité de prendre ses responsabilités, ils ne doivent plus continuer alors à faire semblant d'assumer les charges de l'État. Je dois peut-être penser à organiser un autre gouvernement de transition, par exemple, et mettre les personnes qui peuvent mieux assumer les responsabilités afin de sortir la RDC de ces chaos. Voilà un peu ce que je peux dire. Pourquoi? Parce que la RDC aujourd'hui est à la croisée des chemins. Soit elle prend des mesures nécessaires pour défendre son intégrité territoriale et restaurer l'ordre, soit elle s'engage dans une descente aux enfers dont elle ne pourra se relever. L'histoire jugera sévèrement ceux qui,
par incompétence ou par trahison, auront abandonné la nation aux mains du chaos.